C'est positive et créative, et non abstraite. Elle ne consiste pas en une tentative de reconnaissance de droits et devoirs codés a priori, dans une dimension apophatique, mais cherche bien à résoudre des problèmes spécifiques en créant du droit par expression, par cataphase ou affirmation de la loi. D'autre part, on a aussi dans cette perspective l'idée que la régulation, qui exprime le versant jurisprudentiel et non doctrinal de l'ordre normatif, est bel et bien une institution qui se trouve incarnée et maintenue dans les mouvements quotidiens de ceux qui y contribuent. Réguler, cela ne consiste pas à appliquer un texte, quelle qu'en soit la nature juridique, loi, règlement ou code, préexistant à une situation. Or, la nature événementielle incertaine et absolument contingente des marchés requiert de la régulation qu'elle puisse y réagir pour affirmer son effectivité, c'est-à-dire qu'elle puisse, en s'appropriant le contexte, proposer une solution normative qui produise un maximum de sens. Conçue de la sorte, la régulation procède par assimilation du contexte, en opérant par glissement et ajustement successifs. Par exemple, dans l'échange suivi entre le responsable de la conformité d'une part et l'opérateur de marché de l'autre, qui peut être amené à fournir des précisions ou à négocier un aménagement de la vie qui lui soit rendu. Cela signifie que ce qui advient au sein du marché ne saurait être prédit ni prévu, en conséquence de quoi la norme qui entend encadrer l'activité ne peut, comme dans toute autre situation mettant en scène la loi, prévoir l'ensemble des événements à venir. Le responsable de la conformité doit alors créer un cadre, dire ce qui doit être, imaginer une solution normative là où celle-ci n'a pas été pensée, parce qu'il était impossible de la prévoir. En créant des solutions acceptables là où aucun texte précis n'existe à proprement parler, le compliance officer opère un travail herméneutique au ras du texte réglementaire, qui construit patiemment les matérialisations pratiques induites, mais non spécifiées par le texte. Discipline exégétique à part entière, la régulation financière dans son travail ne connaît donc pas de vérité apodictique. Au contraire, elle se trouve tributaire d'une assertion, souvent singulière, toujours matérialisée par un acte performatif du dit ou de l'écrit de la norme. On peut donc tenir que le responsable de la conformité imprime sa marque dans le cours de la pratique. Il maintient ainsi en le développement l'ordre normatif esquissé par les textes. Les avis rendus, parce qu'ils font sens dans un espace-temps spécifique, celui qui prévaut dans la salle de marché, viennent donc combler le vide normatif laissé par la loi et fournissent une ligne de conduite à l'opérateur de marché. À proprement parler, le responsable de la conformité intervient dans le marché comme un Sherpa herméneutique, fixant la montagne, soit la bonne pratique, devant son client, soit l'opérateur de marché en quête de direction. Rappelez que l'acte de régulation dans sa pratique ordinaire et dans le contexte proposé ne saurait opérer exclusivement ni le plus souvent par reconnaissance, on pourrait même dire en connaissance de cause, permet d'affirmer la dimension singulière de la jurisprudence. Et donc c'est là le deuxième ensemble d'oppositions caractérisé par Deleuze sur lequel je souhaite évoquer. Deleuze est très clair là-dessus lorsqu'il affirme, je cite, « Seulement la vie, c'est cas par cas ». Ou bien encore, « Ce qui est créateur de droit, ce ne sont pas les codes ou les déclarations, c'est la jurisprudence ». C'est la jurisprudence, elle procède par singularité, par prolongement de singularité. Il y a donc dans la notion de jurisprudence telle que mise en scène par Deleuze, une dimension casuistique fondatrice qui consacre la prévalence de la singularité, cette situation-là et pas une autre, sur la répétition, l'identification ou la reconnaissance d'un schème normatif du préexistant. C'est donc en faisant face à ce qui advient, c'est-à-dire à l'événement du marché tel qu'il se présente, que le compliance officer peut développer son savoir pratique et faire acte de jurisprudence. Ces ajustements à la singularité de l'événement se font dans une temporalité double. Il y a d'un côté le temps court du marché, celui de l'urgence dans laquelle il faut rendre une décision parfois en quelques minutes, dans l'incertitude du mouvement à venir, non probabilisable, ce que sera le marché l'instant d'après, tout en essayant d'échafauder un raisonnement dans le flou du droit, convoquant connaissance experte et imagination. Dans le même temps, l'acte qui consiste à rendre un avis structuré selon une logique déontique contribue à la constitution, dans le temps long, d'un corpus déontologique propre à l'entreprise d'investissement considérée, et par là indirectement à la constitution d'une jurisprudence de place fragmentée, c'est-à-dire non nécessairement partagée par la communauté entière, puisque les avis sont singuliers et non publics, sauf à être discutés a posteriori au sein des instances représentatives de la profession, mais cela n'arrive que rarement. Les avis une fois rendus, sont amenés pour certains d'entre eux à servir de guides imparfaits, incomplets à des avis futurs. C'est pour cela qu'il est primordial de documenter l'avis rendu de façon à garantir la cohérence de la mise en œuvre jurisprudentielle de la norme traduite dans la pratique. Il vous reste 2 minutes. Je le sais. Que conclure de ces quelques remarques encore provisoires? D'abord, que l'approche naturaliste, restant largement dominante, se développe sur un fond épistémologique qui ne permet pas de donner à la contingence du réel la place qui lui revient. Ensuite,
que le discours sur la régulation, tel qu'il se trouve porté aujourd'hui par le politique, par le régulateur, refuse d'accepter le bricolage normatif qui résulte de la contingence du réel. Un réel qui est peut-être probabilisable de jure, mais pas de facto. Enfin, que cet ordre normatif, pourtant inadéquat, se trouve renforcé par l'inscription croissante des codes de conduite dans les codes informatiques, c'est-à-dire les algorithmes, constituant aujourd'hui la matière des marchés. Pourtant, l'incapacité de l'algorithme à agir en dehors d'un cadre probabiliste reste démontrée. Je vous renvoie ici au crack éclair décrit par la théorie standard comme des anomalies de marché, mais qui constitue en fait la trace de l'inéquation du modèle au réel, et suggère donc que le remplacement de l'interprétation par la calculabilité ouvre un formidable conflit des significations. Voilà. C'est l'image d'un fantasme exprimé en 71, donc il y a 50 ans, par Fisher Black, qui souhaitait supprimer l'impureté humaine dans les marchés. Une situation qu'on connaît presque aujourd'hui et qui pose plein de questions intéressantes dès lors que les questions de régulation et de pratique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, Quentin, tu as 20 minutes aussi. Excuse-moi, je serai... Il n'y a pas de questions. On prend les questions à la fin. À la fin, okay. D'accord. Ça prend un temps d'importance. Merci. Donc je vais vous présenter une intervention sur le sujet suivant. Donc, penser la puissance de la finance et ses paradoxes avec Deleuze et Guattari. Et cette question, est-ce qu'il y a un tournant deleuze-guattarien de la théorie financière et monétaire? J'espère que j'aurai le temps de traiter les deux sujets. Oui, alors je préambule d'abord, si vous ne savez pas qui sont Deleuze et Guattari, alors peut-être que je peux passer, mais donc effectivement, Deleuze c'est un des grands philosophes français du XXe siècle, il a enseigné à Vincennes, il a enseigné, donc Guattari, lui, il était psychanalyste au départ, il a été formé par Lacan, il s'en est détaché progressivement, justement, après sa rencontre avec Deleuze, et tous les deux, donc ils ont écrit, je suis désolé, je passe vite, mais tout ce qui est important, c'est les deux ouvrages qu'ils ont écrits ensemble, qui sont donc les deux tomes d'un ouvrage qui s'appelle Capitalisme et schizophrénie, qui essaie de lier justement la question du capitalisme à la question de la psychanalyse et de l'Oedipe, que je n'aborderai pas ici. Et donc c'est l'anti-Oedipe et Émile Plateau, donc l'anti-Oedipe paru en 72 et Émile Plateau en 1980. Donc pourquoi parler d'un tournant deleuze-guattarien de la théorie financière? Donc la première raison, c'est l'existence d'un certain nombre de travaux qui s'inscrivent dans le lignage de Deleuze et Guattari et qui dessinent un véritable programme de recherche dont on peut dessiner les principaux axes. Donc l'histoire de la dette, Deleuze propose une histoire de la dette, donc le tableau que j'y reviendrai sur le tableau que je vous ai distribué. Donc ça, on peut le comparer à Graeber, Lazzarato a aussi repris ça. Donc sur la question de la monnaie de crédit et la monnaie de paiement, c'est ce dont je vais parler. Vous avez d'autres auteurs donc, qui travaillent sur la monnaie chez Deleuze et Guattari, et donc comment cette distinction sur laquelle je vais revenir, monnaie de crédit, monnaie de paiement. La théorie circuitiste, puisque Deleuze et Guattari utilisent Schmitt, donc Bernard Schmitt, qui est un économiste post-keynésien qui fait partie de ce courant qu'on appelle le circuitisme, donc qui est un sous-courant de l'école post-keynésienne, et puis aussi parce que Deleuze cite un ouvrage de Daniel Antier qui s'appelle Étude des stocks et des flux, et donc qui parle de cette question et qui anticipe au fond sur la modélisation stock. Les monnaies complémentaires et les crypto-monnaies, donc on commence à avoir des travaux là-dessus, donc Marc Alizard, le crypto-communisme, et puis Sacchi, donc c'est sur les monnaies, les crypto-monnaies, et donc avec l'idée de rhizome, de monnaie d'émission décentralisée. Il y a aussi donc ça c'est encore un autre indice d'un tournant deleuze-guattarien, et à chaque fois ces auteurs citent Deleuze et Guattari. La question de la valeur et de la plus-value, qui est notamment abordée par Brian Massumi, qui est un philosophe, et qui donc
distingue une plus-value quantitative qui serait justement une capture d'une plus-value vitale sous-jacente qui serait, elle, qualitative. Donc il y a l'idée qu'il faut dépasser la théorie de la valeur marxiste et fonder une autre théorie de la plus-value. D'autres travaux sur les hedge funds comme machine de guerre. La machine de guerre, c'est un concept deleuzien. Les travaux de Maurizio Lazzarato. Donc là, vous voyez, je fais une sorte de paysage de tout ce qui indiquerait ce tournant de l'ozo-guattarien. Donc sur les liens entre guerre, monnaie et État. Donc, avec un livre important qui s'appelle Guerre et Capital, donc Maurizio Lazzarato qui a aussi écrit Gouverné par la dette, donc il travaille sur ces questions toujours dans une optique de l'ozo-guattarienne. Des travaux, donc Lozano, donc c'est un auteur qui s'intéresse, lui, il veut fonder une nouvelle ontologie de la finance. Il pense que la finance est créatrice, hein, avec les dérivés de crédit, avec les dérivés structurés. Donc là, c'est une perspective un peu étrange d'un point de vue, enfin deleuzien. On le verra, c'est qu'elle est positive, c'est-à-dire qu'il pense que véritablement la finance est créative et créatrice, et que notamment au travers de la finance synthétique, les CDO, etc., elle crée des actifs dont les propriétés sont irréductibles au sous-jacent, et elle fait éclater aussi la question de la valeur fondamentale, puisqu'il y a une interaction entre la valeur de ces nouveaux actifs et le sous-jacent. Donc on ne peut plus dire que la valeur dépend, il y a une codépendance de la valeur du sous-jacent par rapport à l'actif synthétique, et donc ça fait, pour lui, ça va au-delà de la question de la valeur fondamentale, et la manière dont on pourrait aborder ça, c'est justement à partir de l'ouvrage qui a été cité, Différence et répétition, qui critique justement la distinction entre le modèle et la copie. Et donc la copie, ça serait justement l'actif synthétique, et le modèle, ça serait le sous-jacent. Et donc l'idée, c'est qu'au contraire, il faut arrêter d'avoir ce modèle-là en tête, de penser que les actifs financiers, ils auraient une essence et ils dépendraient d'un sous-jacent qui serait fixe. Au contraire, la finance est créative, elle crée des actifs dont les propriétés, la maturité, le cash flow, etc. sont irréductibles à celles des actifs sous-jacents. Et donc elle serait ontologiquement créatrice. D'autres travaux sur la finance informelle comme rhizome ou agencement, donc ça revient vraiment beaucoup, cette notion d'agencement qui est utilisée en sociologie économique. Michel Calon l'utilise beaucoup, Mouniessa, donc c'est quelque chose qui revient beaucoup en sociologie économique, et là encore ça vient de Deleuze. Et donc d'autres aussi travaux sur les études critiques de la finance. Donc toujours, deuxième raison aussi de parler d'un tournant, c'est de le faire advenir, hein, en quelque sorte performativement, et donc ça me permet aussi de parler des travaux sur la performativité des sciences économiques. Donc Calon et Mouniessa, comme j'ai dit, ils mentionnent spécifiquement Deleuze, et donc sur la question de la performativité des sciences économiques, là encore, ils réhabilitent cette notion d'agencement et de performativité. Et donc il y a aussi la question des mots d'ordre sur laquelle moi j'ai travaillé. J'ai publié un article sur la question de l'Europe et des interventions de la Banque centrale, et notamment j'ai étudié comment le mot d'ordre de Mario Draghi, son intervention, je crois que c'était le 26 juillet je ne vais pas dire de bêtises, 2011, 12, donc on pourra faire son pouvoir performatif et comment ça a sauvé. Donc voilà, donc toute une série de travaux qui témoigneraient de ce tournant. Donc schématiquement, parmi ces travaux, on peut distinguer deux tendances, hein. Donc ils utilisent tous des concepts de l'ozo-guattarien, comme j'ai dit, agencement, rhizome, simulacre, différence, répétition individuelle. Une première optique, elle est pro-finance, acritique ou modérément critique, favorable au capitalisme. Donc là, comme j'ai dit, l'insistance est mise sur la créativité de la finance, hein, et la création, donc, comme j'ai dit, d'actifs aux propriétés irréductibles, de nouveaux actifs aux propriétés irréductibles à ceux à partir de quoi ils sont faits. Éloge de la logique rhizomatique des réseaux financiers, et une affinité avec la théorie de l'acteur réseau de Calon et Latour, et l'idée d'une approche pragmatique au cas par cas, justement pour revenir, qui étudierait, donc qui ne condamnerait pas le capitalisme dans son ensemble, mais n'adresserait pas une perspective globalisante, mais au cas par cas. Et de l'autre côté, donc on aurait au contraire des travaux qui sont plus hostiles à la finance, donc plutôt dans une perspective marxiste. Et donc là, au contraire, on va voir réapparaître les notions de capital fictif, de caractère non productif du capital financier, autoréférentiel. Hein, et on va concevoir la dette comme un outil de contrôle opérant au niveau subjectif et même infra-subjectif, avec cette notion de dividuel qui vient du post-scriptum de Deleuze sur les sociétés de contrôle, qui est vraiment un texte prophétique à bien des égards, et qui donc définit l'individuel ainsi. Les individus sont devenus individuels, et les masses des échantillons, des données, des marchés ou des banques, c'est peut-être l'argent qui exprime le mieux la distinction des deux sociétés, puisque la discipline, donc là il pense à Foucault, c'est toujours rapporté à des monnaies moulées qui renfermaient de l'or comme nombre et talons,
tandis que le contrôle renvoie à des échanges flottants, modulations qui font intervenir comme chiffre un pourcentage de différentes monnaies échantillons. Donc il oppose le moulage qui serait propre à la discipline à la modulation qui serait propre aux sociétés de contrôle. Et donc ça passerait, l'individuel en fait, c'est la manière dont le pouvoir arrive à saisir les individus à un niveau infra-individuel, donc au niveau de leurs gestes, leur attention, et ça a beaucoup aujourd'hui d'utilisation dans ce qu'on appelle la gouvernementalité algorithmique. Donc on a toute une série de travaux qui s'intéressent à la manière dont l'attention est gouvernée et à un niveau qu'on peut qualifier de individuel, hein, et même plus individuel. Donc ces deux tendances, en fait, on le retrouve à travers un autre conflit d'interprétation, je passe vite, mais sur ce qu'on appelle un passage accélérationniste dans l'anti-Oedipe, hein. Donc un conflit entre ceux qui ont écrit ce qu'on appelle le manifeste accélérationniste, donc deux philosophes, et donc l'extrait c'est le suivant, mais quelle voie révolutionnaire y en a-t-il une? Se retirer du marché mondial comme Samir Amin le conseille aux pays du tiers-monde, dans un curieux renouvellement de la solution économique fasciste, ou bien aller dans le sens contraire, c'est-à-dire aller encore plus loin dans le mouvement du marché, du décodage et de la déterritorialisation, car peut-être les flux ne sont pas encore assez déterritorialisés, pas assez décodés, d'un point de vue d'une théorie, d'une pratique des flux à haute teneur schizophrénique. Donc là on voit bien, il y a un conflit d'interprétation, puisque là on a l'impression qu'au fond Deleuze nous dirait, pour dépasser le capitalisme, il faudrait exacerber ces tendances, aller encore plus loin dans le marché, etc. Ça serait ça, au fond, l'option révolutionnaire. Et donc ça donne lieu à des lectures, évidemment, anarcho-capitalistes, potentiellement, de Deleuze et Guattari. Ça explique... Je ne sais pas pourquoi ça passe pas bien. Voilà, ça donne... Excusez-moi. Oui. C'est ça, oui. Excusez-moi, c'est pas ce que j'ai devant mon écran. Oui. Excusez-moi. Oui. Voilà. Je voulais, donc, en fait, vous avez les différentes interprétations, et donc, vous avez y compris des interprétations anarcho-capitalistes, mais par des marxistes, comme on l'a vu, par des libéraux, et même par des gens qu'on peut difficilement classer, donc Eugène Holland, qui est un spécialiste de Deleuze, qui parle de free market communism. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un conflit d'interprétation autour de la philosophie de Deleuze et Guattari, et notamment dans le domaine de la finance. Et donc l'interprétation dominante, pour le dire vite, c'est qu'en gros, Deleuze et Guattari ont dit à la fin de leur vie qu'ils étaient restés marxistes, mais l'idée qui a été développée notamment par Boltanski et Capello, c'est qu'au fond ils ont été récupérés, notamment leur notion de rhizome, de l'acteur réseau, tout ceci aurait été récupéré par le nouvel esprit du capitalisme. Alors moi, mon problème, en fait, c'est que ces deux interprétations, marxistes ou libérales, finalement, elles ne me conviennent pas, et moi je pense que la vraie postérité de Deleuze, la bonne lecture, c'est une lecture qui insiste sur l'aspect keynésien de Deleuze. Alors je ne vais pas lire la citation, mais le seul qui avait vraiment vu ça, c'est Lyotard, donc on peut lire simplement la première phrase. Il avait vu qu'en fait, il fallait analyser sous un prisme keynésien, donc Deleuze et Guattari. Donc la finance aussi chez Deleuze. Quand Deleuze et Guattari écrivent qu'il faut penser le capitalisme sous la catégorie de la banque plutôt que sous celle de la production, on s'écrira que c'est l'idéologie keynésienne, la représentation technobureaucratique que des intellectuels coupés de la pratique se font du système, et qu'en abandonnant le point de vue de la production, c'est le travail et le travailleur et sa lutte et la classe auquel on tourne le dos. Pas un mot en effet sur la théorie de la valeur travail, un mot seulement mais énigmatique d'une hypothèse sur la plus-value machine. Donc je ne poursuis pas, mais il y a l'idée, il avait bien perçu Lyotard que Deleuze se séparait au fond de la théorie marxiste. Alors du coup, quel intérêt donc, pour faire advenir ce tournant deleuze-guattarien? Moi, je pense qu'il faut revenir à la manière dont Deleuze interprétait justement des travaux sur la monnaie de crédit, la finance, etc. dans ses œuvres. Hein, et donc, ça suppose de revenir rapidement, je ne vais pas m'y attarder, sur la manière dont il définit la société à partir des flux, sur dont il définit le capitalisme comme fin de l'histoire universelle, et dont il conçoit justement la monnaie et la banque comme des axiomes du capitalisme, et à partir justement des travaux de Bernard Schmitt, l'économiste post-keynésien circuitiste dont je parlais tout à l'heure, et de Suzanne de Brunoff, une économiste marxiste. Donc l'idée de Deleuze, c'est que les sociétés, elles sont définies par la manière dont elles lient des flux de toutes sortes, donc je ne vais pas en faire la liste, mais vraiment c'est ça une société, elle se définit par la manière dont elle lit, dont elle canalise, dont elle organise, dont elle répartit des flux de toutes sortes, donc flux de désir, flux matériel, flux marchand, etc.
Donc ça, c'est très clair dans l'anti-Oedipe. La théorie générale de la société est une théorie généralisée des flux, qui ne désire des flux et des rapports entre les flux et des coupures de flux que le capitalisme a su faire couler et couper dans des conditions d'argent inconnues jusqu'à lui. Donc on voit bien le rôle de l'argent dans cette circulation des flux qui, dans les sociétés capitalistes, par opposition aux sociétés pré-capitalistes, atteindrait un degré qui n'aurait jamais été vu. Le capitalisme, ça serait véritablement ce régime où les flux de désir les flux en général sont multipliés et libérés. Donc, si ça veut bien fonctionner, excusez-moi. Donc, son histoire universelle, pour le dire rapidement, c'est le tableau que je vous ai distribué, il le construit sur 3 moments, sauvage, barbare, civilisé. Ça s'inspire d'un anthropologue qui s'appelait Lewis Morgan. L'idée, c'est qu'il va définir les sociétés par ce qu'il appelle un corps plein ou socius. C'est l'élément dominant, l'élément à partir duquel la société fait corps. Donc dans les sociétés primitives, c'est la terre, dite primitive, c'est la terre. Dans les sociétés étatiques, impériales, despotiques, c'est le despote. Et dans les sociétés capitalistes qui sont les nôtres, c'est le capital ou l'argent. Donc vers quelques sociétés qu'on se tourne, c'est cet élément qui appartient de ce qu'il appelle coder ou axiomatiser, c'est lier, organiser les flux de désir et de production. Donc moi je ne vais pas m'intéresser, je vais passer donc, sur qu'est-ce que c'est que le socius précisément, je vais en venir véritablement à la théorie donc, de la théorie monétaire de Schmitt, etc. Donc cette histoire universelle, si vous voulez, on peut définir un régime de la dette propre à chacune de ces sociétés, un régime de la dette fini dans les sociétés primitives parce que c'est entre un certain nombre de tribus à un niveau local, la dette infinie avec l'État parce que l'État est immortel, enfin, dans l'idée immortelle, donc on passe à la dette infinie avec l'État, et qu'on est dans le capitalisme, la dette infinie est privatisée et immanentisée en quelque sorte puisqu'elle est émise elle passe par des banques, etc. Donc elle est plus, voilà, il n'y a plus de, comment dire, la dette infinie, elle est plus transcendante, elle dépend plus simplement d'un État ou d'un despote qui réclame un impôt, etc. Donc l'histoire selon Deleuze et Guattari, c'est l'histoire de la déterritorialisation des flux, et c'est ce qui est advenu avec le capitalisme. Donc peut-être je pourrais revenir sur la définition de la déterritorialisation, c'est tout simplement le mouvement par lequel une chose quitte un territoire, qui code et capture des flux pour se reterritorialiser ou se fixer sur un autre territoire. C'est ça la déterritorialisation. Donc si vous voulez, je donnerai des exemples après, mais ça sera plus clair quand Donc je passe sur la manière dont il conçoit en fait l'émergence du capitalisme. Pour le dire très vite, c'est des flux qui ont été déterritorialisés. Donc par exemple un flux de travail, les travailleurs ont été expropriés de leurs terres, privés de leurs moyens de production, donc ils sont un flux déterritorialisé littéralement, et ils rencontrent un autre flux déterritorialisé qui est le flux de capital, de richesse, et donc comme chez Marx, il réinterprète ça comme chez Marx, il y a l'idée d'une rencontre de ces deux flux qui auraient pu ne pas se rencontrer, et ça c'est l'émergence du capitalisme. Donc le capitalisme il émerge comme la rencontre de flux déterritorialisés qui auraient pu ne pas se produire mais qui s'est produit. Donc là c'est le tableau, donc ça c'est une sorte de résumé, c'est ce que je vous ai distribué. Donc on voit, donc moi je m'intéresse qu'à ça pour la discussion, donc que aux sociétés dites civilisées, donc le capitalisme. Et donc justement, donc je vais passer, donc la manière dont il définit le capitalisme, donc c'est un système d'action, j'aimerais venir à, voilà. Donc ça, c'est la manière dont il définit le capitalisme. Donc en gros c'est donc un rapport entre le rapport entre deux types de flux, donc flux de capital, flux de travail, je vous ai dit, c'est comme ça qu'émerge le capitalisme, c'est la rencontre de ces deux types de flux. Et l'idée de Deleuze, pourquoi il parle de rapport différentiel, c'est que ces deux flux ne sont pas à la même puissance. Donc le flux de capital n'est pas à la même puissance que le flux de travail, et c'est ça qui explique la domination du capital. Et pareil pour la monnaie, c'est ce sur quoi on va se focaliser, le flux de financement a une autre puissance que le flux de paiement. Et idem pour le flux d'innovation, l'innovation se fait que si il y a un marché pour l'innovation. Donc Deleuze a l'idée que les sociétés capitalistes limitent l'innovation puisqu'il n'y a que des innovations qui sont rentables qui vont être possibles. Donc il y a l'idée, là encore, le flux de marché est une autre puissance que le flux d'innovation qui est contraint par le flux de... Et donc à chacun de ces rapports correspond un type de capital. Donc le capital financier ici pour ce qui correspond au flux de financement, au flux de paiement, le capital industriel pour le flux de capital et le flux de travail, et le capital commercial ici, et donc un type de plus-value, donc on quitte la théorie évidemment marxiste, une plus-value humaine pour la rencontre, pour le rapport entre flux de capital et flux de travail, donc le capital extorque du travail une plus-value humaine, une plus-value financière qui est extraite, on va voir de quelle manière, de cette différence entre flux de financement et flux de paiement, et une plus-value machinique qui est extraite de cette distinction entre flux de marché et flux d'innovation.
Donc le premier, c'est le rapport, donc je vous ai expliqué, ça je peux passer. Donc j'en viens, donc ça, si vous avez suivi, excusez-moi, donc ces trois rapports, ça rappelle ce qu'explique la théorie de la régulation, je le précise juste, c'est-à-dire le rapport salarial pour le premier rapport, le régime monétaire pour le deuxième rapport, le rapport marchand. Deleuze parle donc d'une axiomatique qui est fondée donc, sur ces trois rapports. Il emploie ce terme, donc c'est les axiomes, ces trois rapports c'est les axiomes, et donc il parle de modèle de réalisation de cette axiomatique, et en fait ça renvoie aux formes de l'État. Donc là encore, on a aussi, implicitement, on pourrait faire dialoguer Deleuze avec la théorie de la diversité des capitalismes. Mais bon, je passe sur ce point. Quentin, c'est horrible de te dire ça, c'est horrible. Mais bon, bah, d'accord, donc je fais juste le graphique pour expliquer la théorie de Schmitt. Être président, c'est vraiment terrible. C'est ce que dit Macron. Et moi, je cherche juste pour terminer là-dessus. Voilà. Donc, j'en viens. Donc, j'espère que ça ne va pas se charger. On va reprendre le diaporama. Est-ce que je passe ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Il est trop sophistiqué. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. C'est un problème de flux. Si tu fermes et... T'as pas tout décollé. Je vais embêter là. Un moyen. Et si tu le fermes, c'est Un mode de présentation de deuxième, sauf qu'il y a une taille ici. On peut peut-être continuer ça. Bon. C'est pas très grave. On peut continuer sans, c'est pas grave, il y a un tableau. Donc l'idée, en fait, donc il reprend la théorie de Schmitt. Et donc le mécanisme que je voulais illustrer, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de capture. Donc il reprend la théorie de Schmitt, donc, qui est un économiste post-keynésien. Donc c'est une économie monétaire de production. Donc l'idée, c'est que au départ, la monnaie, c'est une non-possession, une non-richesse. C'est un pur jeu d'écriture chez Schmitt. Et en fait, la monnaie va se charger d'un pouvoir d'achat quand elle va être distribuée aux facteurs de production dans l'entreprise. Donc il part d'une entreprise, elle va recevoir la monnaie de crédit, et donc ce crédit, elle va le distribuer aux facteurs en salaire. Et donc au départ, c'est que des salaires. Hein. L'idée de Schmitt, c'est qu'au départ, ce qu'il appelle les salaires nominaux englobent tout. Et donc les entreprises, après, donc, elles vont distribuer ces salaires. Donc les salariés, avec ce salaire, ils vont acheter les produits, évidemment, qui sont produits par l'entreprise. Donc la monnaie se charge d'un pouvoir d'achat, et ce pouvoir d'achat, il va être perdu quand les salariés vont dépenser cette monnaie. Et donc ce que Deleuze trouve fascinant dans cette théorie, c'est que ce que Schmitt explique, c'est qu'en fait les entreprises vont fixer les salaires, les prix à un tel niveau que en fait, tous les salaires ne peuvent pas acheter tous les biens. Donc en fait, il va falloir que d'autres agents dépensent pour écouler tous les biens. Et donc ce qui va se passer en fait, c'est que le fait que les salariés ne puissent pas acheter entièrement donc, la production, en fait, c'est d'autres facteurs qui vont l'acheter, et c'est les entrepreneurs, en fait, c'est leurs profits qui vont constituer de cette manière, en arrivant à vendre des produits à un prix suffisamment élevé. Et donc, c'est eux après qui vont... Donc le profit va être constitué de cette manière-là, et c'est eux après qui vont dépenser cet argent pour écouler le reste de la production. Donc ce que Deleuze admire dans ce schéma, c'est que c'est comme si la capture avait été pensée, il y a une capture du revenu monétaire qui s'effectue sur les salariés, et c'est comme si elle ne passait pas par le rapport capital-travail marxiste, c'est-à-dire tout se passe par finalement le mécanisme de la monnaie de crédit. Donc on a l'impression qu'il y a une capture du revenu qui s'effectue, mais indépendamment du rapport capital-travail, du rapport dans l'entreprise. Et donc Deleuze est fasciné par ce mécanisme, et il dit ce mécanisme de capture, c'est comme si la capture était déjà incluse dans l'ensemble sur lequel s'effectue la capture. C'est-à-dire que la monnaie de crédit, pour Schmitt c'est très important, puisque la production elle n'a pas de valeur monétaire tant qu'il n'y a pas ce crédit. Donc c'est comme si la production des biens, elle prenait une valeur monétaire grâce à cette monnaie de crédit, c'est-à-dire elle acquiert une dimension quantitative,
Et donc, elle a une expression monétaire, c'est littéralement son idée. Donc, elle acquiert une expression monétaire par ce mécanisme du crédit. Et c'est comme si donc, ce mécanisme de capture était déjà inclus dans le mécanisme même du crédit. Et donc, ça, ce mécanisme de capture, moi, je pense qu'effectivement, là, il est limité chez Deleuze à la monnaie de crédit, à une économie monétaire de production dans le cadre du circuitisme. Donc, ça s'applique peut-être pas vraiment à la finance contemporaine, qui est plus simplement une finance de banque où on distribue des crédits aux banques. Mais je pense que ce mécanisme de capture, il peut être élargi bien au-delà. Cette idée qu'il suffit de constituer un ensemble et que la capture est déjà incluse dans la constitution de l'ensemble, je pense qu'on le voit aujourd'hui dans le capitalisme de plateforme, dans tout un tas de domaines où, justement, une entreprise crée un marché, crée un espace où elle est en situation de monopole en quelque sorte, et où la capture est déjà incluse dans cet espace. C'est-à-dire, pour accéder à cet espace, la capture est déjà incluse. Et donc ça, on le voit pour Deleuze, en fait, ce mécanisme, on l'aurait déjà dès le fondement des États. Au fond, quand ils émettent une monnaie et quand ils imposent l'usage d'une monnaie à travers de l'impôt, il y a l'idée qu'effectivement, en même temps qu'ils imposent une monnaie, ils capturent une partie de cette monnaie. Ou avec le seigneuriage, ça serait une autre manière. Donc on voit que ce mécanisme, en fait, il serait même antérieur au capitalisme, il serait déjà présent dans des États despotiques, mais le capitalisme a réussi à le diffuser, à le miniaturiser, à partir donc, de chaque banque et les banques et les entreprises, ensemble, elles arriveraient à capturer ce profit, comme j'ai dit, qui après se redistribue entre les banques et les entreprises selon le rapport de force. Mais en tout cas, voilà, c'est ce mécanisme qui fascine Deleuze, et il pense que ce modèle abstrait de capture qu'a proposé Schmitt, il est généralisable en fait à d'autres domaines. Et moi, je pense qu'effectivement, ça serait dans cette optique-là qu'il faudrait penser la finance comme appareil de capture, et comme appareil de capture disséminé, miniaturisé et étendu à d'autres, pas simplement l'État, et peut-être pas simplement les banques, mais d'autres acteurs aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup d'expliquer aussi clairement des choses aussi compliquées. Donc j'aimerais, si jamais ça veut marcher... Bah, c'est trop tard maintenant. Oui. C'est pour ta prochaine présentation. Victor Hugo, oui. On va tous écouter. Donc, On va peut-être vous brancher, ou alors à limite, si, non, ça, c'est mieux. c'est un peu répondre, c'est un peu répondre. D'accord, avec des niveaux. c'est un... Je vois bien, c'est bien que je dis pas ce que non, mais je peux sortir aussi. J'ai bien de l'autre, ça m'a attiré. Ça me choque. Ok, alors bonjour à tous. La première, Je m'appelle Vittorio, je suis de l'Université Paris 13 et je vais vous présenter aujourd'hui un papier qui a été soumis à la revue de la régulation dans le cadre du numéro qui va paraître sur l'institutionnalisme monétaire et qui vise justement à essayer d'arriver à une théorie synthétique du régime monétaire. Le questionnement de départ, si vous voulez, s'est posé parce que le sujet de départ de ma thèse de doctorat, ça ne l'est plus tellement aujourd'hui, ça a un peu changé, c'était est-ce que finalement les mesures non conventionnelles de la Banque Centrale Européenne constituent un changement de régime monétaire pour la zone euro ou pas? Et donc l'une des premières questions qu'on m'a posées dans ce cadre-là, c'est finalement un régime monétaire, qu'est-ce que c'est? Et donc j'ai été amené à chercher un petit peu dans les différents courants qui ont étudié ce concept-là, pour essayer de dégager un petit peu voilà, les grandes lignes de ce que c'était. Et donc le but du papier, c'est justement de prendre les principales approches sur le régime monétaire et d'essayer de voir comment on peut les synthétiser pour arriver à une théorie globale. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des lignes de cohérence, des points communs, des choses comme ça. Et puis évidemment, cette théorie globale, elle doit servir, dans le cadre d'une analyse concrète, puisqu'on doit pouvoir l'utiliser quelque part comme outil, comme boîte à outils, pour aller voir dans une économie capitaliste donnée, j'insiste, parce que ça peut être dans différents types d'économies, moi je me suis intéressé aux capitalistes, dans ce type d'économie-là, si on a envie de comprendre quelle est la forme du régime monétaire, comment il fonctionne, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on peut utiliser ce truc-là pour aller voir aux différents endroits et pour essayer de comprendre effectivement comment ça marche. Donc, la présentation aura lieu comme ça. Je vais vous présenter assez brièvement les différentes approches que j'ai mobilisées, et puis dans une deuxième partie, je vous présenterai la théorie un peu synthétique à laquelle on peut aboutir
en partant de ces approches-là. Alors je vous dis tout de suite que je vais présenter 3 approches, enfin, disons 4. Je vais présenter 3 approches régulationnistes et plutôt un apport post-keynésien. Sachant que quand on cherche un petit peu dans la littérature sur les régimes monétaires, il y a des approches de tout type, et généralement des définitions de tout type. Et le problème qui s'est posé à moi au départ, c'était le flou conceptuel qui régnait un peu autour de cette notion. Parce que, en fait, quand on va regarder du côté de la littérature qui date d'un peu avant les années 70, quand on parle de régime monétaire, on parle surtout de régime de change, c'est-à-dire comment on organise le change fixe avec l'or, etc. Quand on regarde chez les néoclassiques et très souvent chez les post-keynésiens aussi, ou chez même des auteurs un peu inclassables, on trouve souvent un amalgame entre le régime monétaire et la pratique de la politique monétaire. C'est-à-dire qu'on retrouve systématiquement, il y a une notion de contrainte externe, parce qu'on dit toujours qu'il y a des contraintes pour la création et la destruction monétaire, mais généralement la notion de régime monétaire tourne autour de comment on fait pour atteindre l'objectif final, par quel instrument, c'est quoi l'objectif, etc. Et les approches que je présente, qui sont de la régulation des post-keynésiens, je les présente parce que justement elles permettent d'aller au-delà de ces approches-là, puisqu'elles mettent en avant la dimension conflictuelle du régime monétaire, et au-delà de la dimension conflictuelle, elles permettent de l'ancrer en économie capitaliste. On va voir exactement comment. Alors la première approche, c'est celle dont je suis parti, pour me dire quelque part depuis le master, c'est la première d'Alieta et Orléans qui parle du concept d'ambivalence de la monnaie. Le concept que de Laurent retrouve déjà chez Marx, qui est de dire qu'en fait, on a une monnaie qui a un rapport qui est double à l'économie, c'est-à-dire qu'effectivement, elle doit être fluide parce qu'elle a besoin de fluidifier les échanges, plutôt de servir dans les échanges, mais qu'en même temps, elle est une concrétude réelle, et donc elle est quelque chose qu'on peut s'accaparer, et donc sortir de la circulation. Et effectivement, étant donné qu'on a une monnaie qui peut servir dans et en dehors de la circulation, on a une contradiction monétaire qui va s'incarner dans 2 groupes d'intérêts différents, si on peut dire, qui vont être les créanciers et les débiteurs. Sachant que les créanciers ont tout intérêt à accumuler de la monnaie de leur côté, alors que les débiteurs ont tout intérêt à ce que la monnaie circule, pour qu'ils puissent en avoir à disposition pour éventuellement rembourser leurs dettes, et puis mettre en œuvre une production éventuellement. Et donc un régime monétaire dans ce cadre-là, je vous la fais très très brève, c'est pas la peine de s'étendre là-dessus, un régime monétaire ou un système monétaire, comme le disent les auteurs dans ce cadre-là, c'est un système qui va assurer la stabilité de ce conflit. C'est-à-dire on va mettre la monnaie à bonne distance des créanciers et des débiteurs pour que